Professeur Franklin Yancy, bonsoir. Bonsoir, chère Sorona, bonsoir à cette université innovante que je découvre et que je félicite ardemment. Bonsoir au Grand Mali, bonsoir à l'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, vous le constatez avec moi, ce soir, vous faites face à de jeunes étudiants, à de jeunes militants de partis politiques et d'associations, mais surtout à des jeunes engagés pour le Mali, quel qu'en soit le domaine et quelle qu'en soit la manière. Eh bien, professeur, ces jeunes ont des choses à vous dire. Avec plaisir. Je vais quand même me permettre de commencer. Je vous sais grand défenseur de la Confédération des pays du Sahel. Vous êtes partisan d'une Afrique libre, émergente, avec une croissance économique au top. Mais on vous voit quand même très souvent au Mali. Quel est votre lien avec ce pays? En effet, on me voit souvent au Mali, quand on est au Mali, lorsque j'y suis. Okay. On me voit souvent au Maroc, quand on est au Maroc, quand j'y suis. On me voit souvent au Canada, quand on est au Canada, quand j'y suis. Donc en fait, c'est souvent une illusion qu'on peut avoir. C'est que quand on me voit quelque part et qu'on m'y a vu plus de fois, on peut avoir l'impression que j'y suis souvent. Okay. Mais le Mali est l'un des 30 pays africains que j'ai visités. J'ai bientôt 53 ans cette année et j'ai un peu fait le tour de notre continent. Alors, mais le Mali, c'est un pays qui joue un rôle essentiel dans l'éveil de l'Afrique de ce temps, malgré toutes les difficultés sociales, économiques, culturelles, sécuritaires, qui ne sont pas entièrement résorbées. Le Mali redonne espoir, non pas simplement au peuple malien, mais à toutes les Africaines et à tous les Africains de ce temps qui commençaient à penser qu'il y avait une fatalité, qu'on ne pouvait pas faire reculer l'insécurité, la pauvreté, qu'on ne pouvait pas mettre fin à la domination néocoloniale et impérialiste, qu'on ne pouvait pas faire émerger de nouvelles générations de leaders économiques, leaders sociaux, leaders culturels. Il y a quelque chose ici au Mali qui touche le cœur de toute Africaine et de tout Africain éveillé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai voulu créer l'Institut de l'Afrique des libertés, c'est le Mali que j'ai choisi. Bamako, capitale de l'Afrique des libertés, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait ici et qui inspire le Burkina Faso, qui inspire le Niger, qui inspire tout le continent. C'est la décision d'assumer par soi-même sa sécurité, d'assumer par soi-même la souveraineté de gestion sur ses ressources, de choisir librement les partenaires internationaux pour le développement du pays, mais aussi de rester fidèle à ses racines, à sa culture. Rien n'est facile, rien n'est parfait. Les difficultés sont là, difficultés énergétiques, difficultés liées à l'emploi, difficultés liées aux migrations et bien de la misère, difficultés liées à la persistance de poches d'insécurité. Mais il faut que les Maliennes et les Maliens sachent qu'ils inspirent positivement l'Afrique et qu'ils n'abandonnent plus jamais leurs rêves à des mains non seulement étrangères, mais scabreuses. Que dis-je? Des mains catastrophiques et apocalyptiques. Je suis heureux de rencontrer cette représentation de la jeunesse malienne, mais je tiens à rappeler que je suis venu au Mali pour la première fois en 2012. Okay. J'ai fondé, avec plusieurs autres collègues, le département de philosophie de l'Université catholique du Mali. Et donc, pendant plusieurs années, je venais pendant un mois, je restais à Samaya, où il y a des résidences pour les professeurs invités de l'Université catholique, et j'ai contribué à former au moins 5 générations de philosophes travaillant aujourd'hui dans l'Église et dans la société. Donc, c'est d'abord comme enseignant que je suis venu ici. On me connaît maintenant comme écrivain, comme conférencier international. On me connaît comme ami, fils adoptif de ce pays. Mais c'est comme ça qu'on me connaît en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on me connaît au Congo, c'est comme ça qu'on me connaît dans la diaspora africaine, en Europe, en Amérique. En fait, chacun me voit où il se trouve et en fonction de ce qui le préoccupe. Et je crois que cela répond aussi un peu à ces personnes qui se demandent pourquoi vous n'enseignez pas en Afrique. En fait, j'ai toujours enseigné en Afrique. D'abord, je suis né au Cameroun en 1972. J'y ai enseigné 5 ans. Mon engagement contre la dictature dans mon pays natal m'a obligé à poursuivre mes études ailleurs et à m'ancrer professionnellement ailleurs. Pendant 5 ans, j'ai enseigné en Côte d'Ivoire. Mais spécifiquement... Et j'enseigne depuis 20 ans en France, mais je n'ai jamais passé une année sans assurer au moins un mois de cours sur le continent africain. Par ailleurs, j'en suis à mon 40e livre. Voici l'impérial terrorisme. L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression occidentale et moyenne-orientale contre l'Afrique. C'est le 40e livre. 80% de mes livres sont consacrés à l'éveil des Africains. Peut-on enseigner mieux que cela? Avec
près de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux, 7000 émissions vidéo enregistrées, autant d'articles de presse. En fait, toute ma vie a été consacrée à l'éveil des miens. Je vous en félicite. Merci, Sorona. Nous avons une personnalité ici à côté duquel nous avons l'habitude de vous voir à chaque fois que vous passez par le Mali. Il s'agit bien évidemment du général de division, l'actuel Premier ministre, M. Abdoulaye Maïga. Quel est votre lien? Alors, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, maintenant général de division, mais n'est pas la seule personnalité malienne avec laquelle on m'est vu. Je pense que la plus éminente des personnalités maliennes... C'est surtout celle avec laquelle on vous voit le plus souvent. Ces derniers temps. Et surtout à chaque fois que vous venez au Mali. Parce qu'il est le Premier ministre du Mali aujourd'hui et qu'il est par ailleurs ministre d'État chargé de l'administration territoriale, c'est-à-dire celui qui est en réalité le responsable des associations. Moi, je suis en train de créer et de développer l'Institut de l'Afrique des Libertés, un think tank qui a été légalisé maintenant il y a bientôt 2 ans au Mali. Okay. Donc, pour la mise en place de ce think tank, je suis en relation avec les ministres de tutelle. Tous ceux qui travaillent dans le domaine des relations internationales, l'analyse politique, ont donc en quelque sorte à partager leurs perspectives avec le ministère de l'administration territoriale, le ministère des Affaires étrangères. On m'a souvent vu également avec mon frère, l'excellent diplomate Abdoulaye Diop, et la primature. Je vous rappelle que quand le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga était à la primature, on m'a vu à ses côtés, on me voit souvent dans des colloques, en présentiel ou en distanciel, eh bien, concernant l'Afrique et le Mali. Alors, le Premier ministre Abdoulaye Maïga est un intellectuel qui, en réalité, a une expérience internationale tellement importante que sa compagnie n'est pas simplement une compagnie politique, c'est vraiment une compagnie agréable pour la vie de l'esprit. C'est un frère, c'est un ami. Je me réjouis que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, général d'armée, lui ait fait confiance, comme il a fait confiance en d'autres circonstances à d'autres braves maliennes et maliens. Et je souhaite, tout ce que je souhaite pour le Mali, c'est the right men and the right women at the right places. Les hommes et les femmes qu'il faut aux places qu'il faut. Plus ce sera le cas, mieux ira le Mali et l'Afrique. J'espère que nous tendons vers ça. Alors, professeur, ça ne va pas être une discussion à deux. C'est dommage. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous avons en face de vous des jeunes qui ont aussi des choses à vous dire. Donc, on va leur donner la parole. Allez-y, posez votre question. Banguit Kunta, Université Bazou, cellule de communication. Cher professeur. Oui, mon cher. Bonsoir. Je vous salue. Pour nous et pour l'Université Bazou, c'est un honneur d'être en face de vous ce soir. Ma première question est que, pensez-vous que les autres pays de l'Afrique qui n'ont pas rejoint l'AES vont venir un jour, parce que l'AES et le Mali ont commencé à montrer un exemple au monde qu'ils peuvent faire mieux avec les autres pays. Que pensez-vous des autres pays? Qu'est-ce qu'ils attendent pour rejoindre les 3 pays de l'AES qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso? D'accord, vous pouvez passer le micro à quelqu'un d'autre. On va prendre 3 questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis Diara Awa, je suis étudiante à l'Université Bazou. Je fais la santé. Je voulais vous poser une question. Allez-y. Concernant votre cours. Vous avez dit que vous êtes en France et vous faites des cours en Afrique. Ben, je voulais savoir si vous donnez des cours au Mali ici, si possible. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Ok, professeur, on vous donne... Allez-y, allez-y. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Konessid Mohamed, juriste en formation. Moi, ma question est quel rôle attribuez-vous à la jeunesse africaine dans le combat pour la souveraineté du continent? Et quelles actions concrètes devrait-elle entreprendre pour y parvenir? Je crois qu'on va maintenir la première question. Comme je l'ai dit, que chacun se limite à une seule question. Au retour des micros, vous aurez l'occasion de poser la deuxième question. Le professeur, on vous donne le temps de répondre. Merci, cher Sorona. Je voudrais répondre à mon frère Kunta. Oui. En disant que l'AES, l'initiative de l'AES, il faut l'apprécier à 2 niveaux. Il y a le niveau organisationnel, institutionnel, donc les gouvernements, les présidents de chacun des pays, que ce soit ceux de l'AES, de la CEDEAO, de l'Union africaine en général. Et puis il y a le niveau des peuples. Mon cher Kunta, l'AES a déjà gagné le cœur des peuples africains. Si vous faites un sondage d'opinion dans tous les pays et les diasporas africaines, et que vous posiez une question toute simple, vous êtes communicant, vous savez ce que c'est, quelle est l'organisation politique que vous aimez le plus en Afrique? La réponse, j'en suis certain, écrasante,
des Africains, eh bien, ça va être l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel. C'est-à-dire que l'AES a déjà gagné le cœur des Africains. Mais pourquoi? Pour les 3 idées fondamentales de l'AES. La souveraineté africaine. Nous voulons parachever le processus d'indépendance pour lequel nos pères se sont battus, mais qui n'est pas achevé. Deuxième élément important pour les Africains, la liberté de choix stratégique. Nous voulons, nous, Africains aujourd'hui, ne plus nous faire dicter nos relations internationales par quelque puissance que ce soit. Et troisième élément, la défense des intérêts vitaux des peuples africains. Ces 3 causes sont valables en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe et dans les diasporas. Donc, sur le plan du cœur des peuples, de l'âme des peuples, l'AES a déjà gagné la bataille. Maintenant, sur le plan institutionnel, les choses sont beaucoup plus lentes. Pourquoi? Parce que les institutions bougent avec les transformations politiques intérieures. Vous remarquerez que partout où il y a des dictatures antipopulaires, l'AES n'est pas bien accueillie. Pourquoi? Parce que les régimes qui ont été construits contre les intérêts de leur peuple, au service de puissances étrangères à l'Afrique, n'ont pas intérêt à ce que les idées de l'AES soient à l'origine de la refondation de leur structure politique, économique et sociale. Donc, si vous regardez les choses sur ces 2 plans, en effet, il y a du retard sur le plan, en quelque sorte, de la construction institutionnelle, mais il y a de l'avance sur le plan du cœur. Et c'est avec ce cœur que les révolutions auront lieu partout où cela est nécessaire. J'ai donc confiance en ceci. L'intégration se fera d'abord région par région. Il faudrait que l'équivalent de l'AES apparaisse dans la zone CEMAC, l'équivalent de l'AES dans la zone SADC, l'équivalent de l'AES dans les diasporas africaines, qui sont en fait une partie de la nation africaine. La nation africaine, elle est présente en Amérique, elle est présente en Europe, elle est présente en Asie et dans les 2 grands océans. Vous avez des peuples entièrement africains sur tous les continents. Il faut en prendre conscience. Et le panafricanisme même est né dans les diasporas avant de venir en Europe, dans les diasporas africaines, et de s'enraciner en Afrique. Donc moi, j'ai confiance que sur le moyen terme et le long terme, l'idéal de l'AES, qui est l'idéal panafricaniste originel, va embraser notre continent. Mais nous devons constater que tout cela ne pourra pas être fait sans les révolutions nécessaires. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faudra que les œufs soient cassés. Ok, elle voudrait savoir si vous enseignez au Mali. Alors, j'ai enseigné au Mali régulièrement pendant pratiquement 10 ans, de 2012 à 2020-2021. Donc, je vous le disais, j'ai cofondé le département de philosophie de l'Université catholique du Mali. Mais je voudrais quand même vous rappeler que j'enseigne à toute l'Afrique. Je suis un enseignant de l'Afrique des libertés. Sur mes réseaux sociaux, 2 millions de personnes à peu près au total. Qu'est-ce que je fais? Je délivre des conférences. Et mes réseaux sociaux s'appellent, entre autres, Université libre de l'Afrique des libertés. Chacune de mes conférences, je la conçois comme un enseignement populaire, un enseignement citoyen basé sur des preuves, on m'appelle le docteur des preuves, mais en même temps qui tient compte des différents niveaux de compréhension et qui mobilise l'ironie, l'humour, la créativité. Parfois, je m'empare de ma guitare. Beaucoup de mes internautes citoyens à travers le monde adorent une séquence particulière que j'ai créée et que j'appelle le téléphone rouge, lors de laquelle j'exerce mes talents d'imitation d'un certain nombre de figures qui correspondent justement aux œufs dont je disais tout à l'heure qu'il faudrait casser pour avoir de très bonnes omelettes, c'est-à-dire des pays libérés. Donc en fait, je suis enseignant dans l'âme. Et même quand j'aurai arrêté mes fonctions officielles d'enseignement dans les institutions, les universités, etc., je continuerai à enseigner jusqu'au dernier souffle que le Tout-Puissant m'accorde. Donc pour moi, enseigner, ce n'est pas nécessairement venir uniquement à l'université Bazou, mais j'aimerais bien venir, on m'invitera peut-être. Je vois que certains de vos responsables sont là. Enseigner, c'est donner le meilleur de soi-même à l'éveil des siens à partir des compétences qu'on a acquises. On peut enseigner dans toutes les positions de la société dès lors qu'on sait communiquer, c'est-à-dire utiliser les moyens d'entrer dans les cœurs, d'entrer dans les cerveaux et d'influencer l'histoire. Parfait. Koné voudrait savoir le rôle que vous attribuerez à la jeunesse dans ce combat d'une Afrique libre. D'abord, nous autres philosophes, avant de répondre à ce type de questions, définissons les concepts. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Si on en restait à une définition purement biologique, donc la jeunesse, on la situe, plusieurs classifications disent carrément entre 0 et 77 ans. Donc la jeunesse, en fait, d'un point de vue strictement biologique, c'est une notion relative à l'évolution du corps de l'homme. Il y a des gens de 70 ans qui se portent mieux dans leur corps que des hommes de 10 ans. Donc en fait, la jeunesse, c'est un état du corps, un corps qui est encore en capacité littéralement d'exercer toutes les performances que l'on peut espérer de l'homme. Mais
La véritable jeunesse, pour moi, c'est une espèce d'enfance de l'esprit, de maintien dans la curiosité intellectuelle à tous les âges de la vie. On doit pouvoir rester jeune du premier jour de sa naissance jusqu'à celui de sa mort si on est capable d'apprendre tout le temps, si on a la curiosité intellectuelle. Donc pour moi, la jeunesse est un état d'esprit, d'ouverture, de créativité, d'écoute, un état d'émerveillement qu'on ne doit pas perdre. Le malheur veut que beaucoup de gens cessent d'apprendre quand ils ont des diplômes. Or, les diplômes tuent précisément la jeunesse véritable, celle que j'appelle la jeunesse de l'esprit, celle qui nous prédispose à traverser la vie avec la même grâce. Mais j'ai compris votre question, vous voulez savoir qu'est-ce que je pense du rôle de ceux qui sont moins âgés que moi, la génération de mes enfants, j'ai bientôt 53 ans, mon premier en a 25, donc la génération de mes enfants, quel est le rôle qu'elle a à jouer? Premier élément important, elle doit s'efforcer d'obtenir la meilleure éducation possible. Le plus grand des investissements d'une famille ou d'une société est dans l'éducation de ces jeunes générations. Car une jeunesse éduquée sera capable d'inventer, là où il le faut, des solutions à ces problèmes, d'innover quand il le faudra, mais aussi de prendre des anciens ce qu'ils ont d'essentiel, donc de conserver la tradition. Premier élément, l'éducation. Deuxième élément, l'engagement citoyen. Je suis contre l'idée d'une jeunesse passive, qui attendrait que les solutions à ces problèmes viennent systématiquement des institutions de la société ou, en quelque sorte, des puissances étrangères ou des hasards de la vie ou de la loterie. Je veux promouvoir une jeunesse proactive, une jeunesse d'engagement, une jeunesse d'action. Enfin, il y a un troisième niveau d'appréciation. C'est vraiment une jeunesse qui doit prendre conscience des grands enjeux du monde, des grands enjeux de l'histoire humaine. Donc une jeunesse qui réactualise en permanence ses connaissances pour pouvoir assumer, dès que cela sera possible, les plus hautes responsabilités de nos nations. Voilà les trois niveaux de construction de la jeunesse. J'ajouterai un quatrième, mais qui renvoie à l'équilibre personnel. Ne jamais oublier que nous ne sommes que des créatures et que l'expérience humaine est l'apprentissage de l'imitation du divin, l'apprentissage de l'exemple du Créateur en chacune des choses que nous faisons. Laissons inonder nos vies d'un amour véritablement divin qui nous accompagnera dans les hauts et les bas de la vie. Pour moi, voilà, la jeunesse, ce sont ces trois niveaux, l'éducation, l'engagement, la responsabilité et l'amour. C'est le 14 février. Vous êtes en rose. Je vais insister un peu sur un aspect de la question de Kunta. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez des pays qui n'ont pas encore rejoint l'AES. L'Alliance des États du Sahel indique déjà qu'elle a une particularité géographique. Sahel. Et vous voyez très bien que toute l'Afrique n'est pas sahélienne. Oui. L'AES n'a pas vocation, en fait, à s'étendre pour, en quelque sorte, imposer ce qu'on pourrait appeler les intérêts des peuples sahéliens aux autres. Mais l'AES est un modèle d'intégration qui doit servir de source d'inspiration justement à l'Afrique centrale, à l'Afrique australe, pour pouvoir se préparer à reconstruire l'unité africaine sur des bases nouvelles. Donc, le modèle de l'AES n'a pas à s'étendre en tant que modèle modèle institutionnel. C'est-à-dire que les pays de l'AES, en fait, ils ont un certain nombre d'intérêts communs qui font que l'organisation ne peut pas croître elle-même ad infinitum, mais c'est l'idée de l'AES qui doit inspirer la reconfiguration des organisations continentales. Alors, les pays qui n'ont pas rejoint cette idée sont des pays, je le rappelle à nouveau, qui sont dirigés par des élites au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. J'ai envie de nommer un pays en particulier, le Tchad. Ah, mais moi, je commencerai par le Cameroun, mon pays natal. Allez-y. Un pays dans lequel, en fait, il y a quelqu'un qui, depuis 42 ans, s'accapare le pouvoir d'État en utilisant l'armée, en utilisant la police, la gendarmerie, en utilisant la corruption, en manipulant le tribalisme, parfois même le régionalisme. Un pays comme ça qui est bloqué, on en trouve partout. Le Tchad vient de faire un pas qui n'est pas un pas insignifiant. Il a rompu les accords de coopération militaire néocoloniaux. Mais il y a plusieurs pays africains, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal qui est à côté, comme le Gabon, comme le Congo, comme le Togo, qui n'ont pas encore rompu ces accords. Mais pourquoi y a-t-il du mal à poser des actes aussi courageux que ceux du président Assimi Goïta, du président Tiani, du président Traoré ou du président Mahamat Idriss Déby Itno? C'est parce que les élites de la plupart de ces pays ont encore leurs intérêts liés à ceux des anciennes puissances coloniales. Ce sont donc les processus populaires de reprise en main de la souveraineté par les forces vives de chacune de ces nations qui vont les prédisposer
à s'inspirer de l'AES. Le temps de l'Afrique centrale arrive. Ça ne sera pas l'AES qui va s'étendre, mais c'est l'idéal panafricaniste, incarné par l'AES, qui maintenant est en train de marquer point par point. C'est les transformations internes à ces pays-là. Donc, pour le Tchad, par exemple, on doit saluer le premier pas qui a été posé. Mais j'ai toujours souligné qu'au Tchad, il faut un processus de réconciliation nationale, parce qu'il y a eu beaucoup de violence dans l'histoire de ce pays. Il y a beaucoup de haine qui bloque les énergies, comme dans beaucoup d'autres pays africains. Nous devons faire preuve à la fois de patience, mais aussi d'optimisme et de détermination. Selon vous, quel doit désormais être le comportement d'un citoyen camerounais vis-à-vis de ce pouvoir dont vous le dites à 42 ans? Oui, écoutez, moi je vous réponds en vous disant qu'aujourd'hui, j'ai rendu visite à un écrivain qui est par ailleurs un responsable de la communauté urbaine du Mali, c'est M. Bala Traoré. Et il m'a offert ce livre, je lui ai offert le mien, il m'a offert ce livre qu'il a écrit en anglais, Africa, Poverty in the Midst of Plenty. L'Afrique, un continent où la pauvreté a lieu en pleine opulence, en pleine abondance. Et il y a une thèse très intéressante de M. Bala Traoré dans ce livre, que je vous invite à lire et à faire. Il faudrait qu'il soit traduit en français, parce que la plupart des Maliens ne lisent pas l'anglais. Malheureusement, on est encore francophone. Alors, il dit que le changement fondamental, et il a raison, dont nous avons besoin dans chacun de nos pays, c'est le changement du comportement, de l'attitude des personnes. Il faut que le comportement de l'Africaine, de l'Africain en tous ces pays-là soit orienté par 3 valeurs fondamentales. La première valeur, c'est de ne pas considérer que le succès dans la vie se mesure à la possession des choses extérieures. Toute personne qui considère que sa vie est réussie parce qu'elle possède beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, est un danger pour elle-même et pour la société. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Bala Traoré décrit cela avec des mots lumineux. Je lisais ce livre, il me l'a offert vers midi et j'en suis à la moitié. C'est tellement bien dit, mais je l'ai dit dans mes livres moi aussi. La deuxième condition pour qu'il y ait un véritable changement, c'est que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des malheurs qui nous frappent. Lorsque nous sommes frappés par des malheurs, quelle attitude devons-nous avoir? Devons-nous croire que nous sommes fatalement déterminés à subir le malheur ou devons-nous au contraire apprendre de nos malheurs pour construire notre bonheur? Sorona Nian, l'une des choses qui m'a marqué dans votre personnalité, c'est votre polyvalence. Je vous l'ai souvent dit et je suis quelqu'un qui distribue volontiers les sacs de Jimso sur Internet. J'espère que vous savez pourquoi. C'est parce que je trouve que dans la diversité des choses que vous faites, vous croyez en ce que vous faites. Vous croyez que vous pouvez transformer utilement votre vie et vous le faites concrètement en faisant ces sacs que pour ma part, je partage sur mes pages Facebook, que vous le vouliez d'ailleurs ou non, que vous me le demandiez ou non. Je le fais pour beaucoup d'autres Africains. Pourquoi? Parce que ça veut dire une attitude positive envers la vie. Quoi qu'il nous arrive, il y a toujours la possibilité de transformer notre condition, de faire quelque chose pour nous-mêmes. Enfin, il y a une troisième condition que souligne également Bala Traoré dans ce livre que je recommande. C'est un joli petit livre poignant. La troisième condition pour que ça change au Cameroun, mon pays natal et partout ailleurs où les choses sont bloquées, c'est que nous soyons solidaires les uns des autres. Je ne suis rien sans vous. Je ne peux pas m'exprimer dans cette émission si Sorona ne m'interroge pas, si ce public qui est là ne m'interroge pas, et si les techniciens qui nous permettent de travailler dans cette magnifique salle de télévision ne travaillent pas. Nous sommes interdépendants. Il faut que nous en prenions conscience, c'est-à-dire que le bien commun devienne un souci personnel. Quand nos routes et nos villes sont sales, nous devons en avoir honte personnellement. Oui. Quand nos hôpitaux ne fonctionnent pas bien, nous devons prendre cela comme un problème personnel. Parce que nous avons intérêt à ce que ceux qui nous entourent soient heureux. Jean-Jacques Rousseau, un penseur suisse, disait avec raison, il y a de la honte à être heureux tout seul. Alors, Bala Traoré souligne ces 3 éléments. Il dit que si nous réussissons à transformer notre attitude, notre comportement envers la vie, mais nous devenons indominables, indomptables. Nous devenons insoumettables par des dictateurs. Nous devenons en réalité capables de vivre pleinement notre vie d'homme. Pour moi, c'est ce travail que l'éducation citoyenne et des émissions comme celle-ci, ce travail que les professeurs, les guides religieux, les leaders politiques, les leaders sportifs, les leaders artistiques, les pères et les mères de famille doivent abattre tous les jours. Enseigner la dignité, enseigner la responsabilité, la créativité, enseigner l'effort, l'amour de la connaissance et le respect de la vie. Parfait. Professeur, on va retourner au public. Est-ce que vous avez des questions?
Qui a le micro? Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Farimata Touré, je suis étudiante en comptabilité finance. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du retrait du Mali de la CEDEAO. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Bouakar Samba Bokoum, étudiant à l'université Bazou. Bonsoir, Boubacar. Allez-y. GA, gestion d'entreprise et administration. Allez-y. Ma question est la suivante. Quelle est l'erreur que l'AS a été créée? Nous sommes tous contents. Tout à fait. Bon, quelle est l'erreur que l'AS ne doit pas commettre au cours de son existence? Merci. Parfait. Quelqu'un d'autre a une question? Troisième question. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Koulibaly Maïmouna Gaussou Koulibaly, étudiante à l'université Bazo, option marketing et communication. Que pouvez-vous nous conseiller, vous, en tant qu'un leader, aux futures générations, au futur leadership, aux futurs représentants de ce pays, pour que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre à l'édifice dans la construction et le bon fonctionnement de ce pays? Parfait. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez du retrait du Mali de la CEDEAO? La CEDEAO est la principale responsable du retrait du Mali de la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation qui a été créée le 28 mai 1975 par les dirigeants ouest-africains qui presque tous étaient des dirigeants issus de coups d'État militaires. Si vous étudiez l'histoire de la CEDEAO, vous retrouvez les dirigeants du Nigeria. C'était, si je ne m'abuse, eh bien, le général Yakubu Gowon. Vous retrouvez les dirigeants du Bénin de l'époque, Mathieu Kérékou, général d'armée. Vous retrouvez la quasi-totalité des dirigeants qui fondent la CEDEAO étaient des dirigeants issus de coups d'État militaires. Mais ils ont créé cette organisation dans le but de faciliter les échanges économiques et les échanges sociaux. À partir de 1991, une déclaration dite des principes politiques est introduite dans les textes de la CEDEAO. Selon cette déclaration, il faut que les États de la CEDEAO soient surveillés du point de vue de la bonne gouvernance, de la démocratie, des élections, etc. Et cette surveillance suppose que des représentants des puissances occidentales siègent comme observateurs à l'intérieur de la CEDEAO. À partir de là, la CEDEAO devenait une organisation, en réalité, de contrôle politique des États par des puissances étrangères à notre sous-région ouest-africaine. C'est là qu'elle a été détournée, parce qu'on s'est mis à l'utiliser comme un outil pour persécuter les États qui ne font pas les 4 volontés des puissances étrangères à l'Afrique. La faute majeure de la CEDEAO, c'est la décision du 9 janvier 2022. Les sanctions illégales, qui ne sont pas prévues dans les textes de la CEDEAO, inhumaines, criminelles contre le Mali. À partir du moment où une organisation ne respecte pas ses propres textes, nul n'est tenu de lui appartenir. Je prends l'une des mesures que la CEDEAO avait osé prendre. Le Mali est un pays sans littoral, donc qui n'a pas accès directement à la mer. On interdit à un pays qui n'a pas directement accès à la mer de pouvoir récupérer ses marchandises ou sortir ses marchandises de son territoire. Quel est le but? Étouffer ce pays et le livrer littéralement à la faim, le livrer en quelque sorte à la rareté, aux pénuries et à la disparition de sa population. Donc, deuxième décision flagrante de la CEDEAO, elle voulait littéralement faire la guerre au Niger. Vous vous souvenez bien de M. Alassane Ouattara, le président ivoirien, déclarant qu'il va envoyer 1500 soldats attaquer le Niger pour restaurer un dirigeant nigérien qui avait été renversé. Mais il y a eu des coups d'État au Nigeria, il y a eu des coups d'État au Bénin, il y a eu des coups d'État en Sierra Leone, il y a eu des coups d'État dans tous les... Il y a eu des coups d'État au Togo et consorts. Pourquoi la CEDEAO n'y a pas envoyé des militaires pour imposer un dirigeant qui serait en quelque sorte préféré par la haute hiérarchie? Donc ce sont les décisions de la CEDEAO qui ont entraîné la conséquence. Il faut regarder où ça a commencé et non pas voir les conséquences comme étant les causes. Alors le Mali a tout à fait raison de ne pas rester dans une organisation qui le menace de mort. Une organisation qui, sous la dictée des puissances étrangères, bloque ses fonds souverains, ferme les frontières et le menace de sanctions diverses à tous les niveaux au motif qu'il ne fait pas les 4 volontés de la fameuse déclaration qui avait été dictée de l'extérieur. Donc, une fois de plus, ce qui est important ici, et je passe à la deuxième question, oui. Quelle erreur il ne faut pas qu'elle comette? L'AES ne doit pas commettre. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est confondre le désaccord avec les élites, les oligarchies néocoloniales de la CEDEAO, avec le désaccord entre les peuples.
Le peuple malien et tous les autres peuples de la CEDEAO sont condamnés à vivre ensemble. Il ne faut jamais que ce désaccord institutionnel empêche la vie en commun. Donc l'AES ne doit pas commettre l'erreur de se couper des peuples et en quelque sorte d'être un obstacle à la coopération positive et féconde des peuples de toute la sous-région africaine. L'AES doit au contraire même proposer à la CEDEAO une meilleure manière de coopérer. L'AES n'est pas là pour couper le Mali, le Burkina et le Niger et bien des autres peuples africains, mais pour améliorer les relations, pour que les relations soient des relations équitables. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est l'erreur de l'isolement. Il faut redoubler d'intelligence pour trouver une manière de vivre ensemble en harmonie. Et je crois que c'est ce que l'on est en train de voir. On pensait qu'après la création de l'AES, il n'y aurait, pour certains pensaient qu'il n'y aurait plus de relations avec la Côte d'Ivoire, avec, je ne sais pas, le Nigeria et consorts. La réalité, c'est que les relations continuent. Les peuples doivent vivre ensemble et il faut simplement mettre en place des règles de coopération équitables. Donc l'erreur pour moi, ce serait l'isolement. Ce serait de couper avec les autres. Et ce n'est heureusement pas la mauvaise direction qui est prise par les autorités actuelles. Est-ce que vous avez des conseils pour vos cadets qui mènent ce combat de tous les jours? Je vais réitérer une fois de plus ce que j'ai dit juste avant. Alors, il y a ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais la différence entre deux étudiants ou entre deux élèves, elle ne se fait pas sur ce qu'on leur a appris à l'école. Elle se fait sur ce que l'étudiant, l'élève, a appris en plus par lui-même. Si vous attendez en permanence que la connaissance vous soit donnée comme les cuillères de déguet à un bébé, vous ne pourrez pas grandir. Grandir, c'est anticiper. Toujours en faire plus qu'on vous demande. Sur le plan intellectuel, dans votre éducation. N'oubliez pas que tout ce qu'on fait à l'université a pour but de nous rendre capables de produire les moyens de notre vie. Donc n'oubliez pas que les diplômes que vous obtenez ne signifient rien si vous n'êtes pas capable de produire vos moyens, votre autonomie économique, sociale, votre économie et votre autonomie citoyenne. Ça, c'est la deuxième chose. Pensez à créer, pensez à produire, pensez à traduire les connaissances théoriques de l'université en des projets concrets. Créez des entreprises, écrivez des livres, je le fais, créez des projets, appuyez et allez au bout de vos rêves. Et puis, troisième élément, j'insiste, il faut que nous changions dans notre mentalité la tendance à privilégier l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt commun. En fait, si nous recherchons le bien commun, notre intérêt personnel sera protégé, il sera préservé. Je recommence en disant, nous, Africains, devons avoir honte quand nos hôpitaux sont en mauvais état, quand nos routes sont en mauvais état, quand nos aéroports sont en mauvais état, quand nos écoles sont en mauvais état, quand nos enfants meurent de faim ou souffrent d'analphabétisme, nous devons en avoir honte en tant qu'Africains. Parce que notre responsabilité, c'est de rendre notre société meilleure. Le bien commun, l'amour du bien commun est, à mon avis, un élément essentiel de la réalisation de la personne humaine. Ça conduit à l'amour divin. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Professeur, je vous écoute. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu commenter la situation qui oppose entre le Rwanda et la RDC? C'est noté. Quelqu'un d'autre a une question? Une question? Vous n'avez pas de question à me poser? Sinon, moi j'enchaîne directement. Nous ne sommes plus de la CEDEAO. Est-ce que ce retrait peut avoir des dangers sur nous? Sur ces trois pays et sur ces citoyens? Ok, ça fait 2. Très bien, je commence par la première question. Vous pouvez me la repréciser? Il a dit comment? Il demande si vous pouvez commenter le conflit entre le Rwanda et le Congo. Très bien. Pour comprendre le conflit entre le Rwanda et le Congo, il faut se demander pourquoi l'armée rwandaise, et notamment la milice rwandaise appelée le M23, elle est reconnue comme telle par l'ONU, par toutes les organisations. Il y a une unanimité pour dire que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Mais pourquoi le Rwanda attaque-t-il le Congo? Eh bien, la raison est toute simple. Étudiez les dernières décisions internationales de coopération économique, les derniers accords de coopération économique qui ont été passés entre les États de la région d'Afrique centrale, notamment des Grands Lacs, et les grandes puissances occidentales. Vous allez découvrir un traité qui est un traité particulièrement scandaleux. Le Rwanda, c'est un petit pays d'environ 27 000 km². Le Congo, c'est plus de 2 millions de km². Le Rwanda est un pays pauvre en matières premières. Alors que le Congo, c'est le pays africain le plus riche en matières premières. Et d'ailleurs, c'est le pays mondial le plus riche en matières premières. J'espère que vous le savez. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne signe un accord avec le Rwanda
pour la commercialisation des matières premières stratégiques qui se trouvent dans le sous-sol du Congo. Alors maintenant, vous comprenez la suite. Qui arme le Rwanda? Qui finance le Rwanda pour faire la guerre au Congo? C'est l'Union européenne. C'est l'OTAN. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, pour que vous compreniez qui nous attaque en Afrique. On a voulu nous faire croire que nous étions attaqués par des gens qui veulent nous imposer un islam à eux. Mais comment on peut forcer les musulmans à être musulmans? La raison religieuse qui a été avancée pour déstabiliser tout le Sahel et même une bonne partie de l'Afrique centrale, elle ressemble exactement au mécanisme utilisé au Rwanda. On cache derrière des revendications ethniques. Une partie des Congolais de la frontière avec le Rwanda sont rwandophones. Derrière ces revendications ethniques, en réalité, on monte une armée de pillage du Congo. Les minéraux congolais, uranium, cobalt, lithium, or, etc., sortent par le Rwanda qui les brade à l'Union européenne. Et avec ça, l'Union européenne fait fonctionner ces multinationales du téléphone, de l'ordinateur, les puces électroniques, tout ça vient du sous-sol congolais. Donc c'est une guerre instrumentalisée. Le Rwanda est un État dont l'élite, il ne faut pas la confondre avec le peuple, est instrumentalisée par l'impérialisme occidental pour piller le Congo. C'est aussi simple que ça. Alors la solution, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur du Congo émergent des élites politiques qui veulent rompre ce modèle. Le problème est compliqué alors, pourquoi? Parce que l'élite politique congolaise actuelle a comme tuteur les mêmes puissances occidentales qui précisément arment le Rwanda. Mais comment voulez-vous vous appuyer sur l'Union européenne et l'OTAN pour combattre le Rwanda qui est appuyé par l'Union européenne et l'OTAN contre vous? C'est ce qu'on appelle la duplicité, la politique biscornue. La duplicité, c'est cette duplicité que le Sahel affronte. Al-Qaïda et l'État islamique, on sait maintenant que ce sont des organisations terroristes qui ont été créées par les services de renseignement occidentaux. Monsieur Donald Trump, l'actuel président américain, a dit ouvertement que l'organisation de l'État islamique a été créée par l'administration Obama-Clinton. Et il s'est passé une chose le 31 janvier que les Africaines et les Africains doivent connaître. Madame Tulsi Gabbard, nominée par le président Donald Trump comme chef du renseignement général américain, a affirmé devant le Sénat américain qu'elle avait toutes les preuves que les gouvernements américains successifs ont financé Al-Qaïda. Et elle a précisé Al-Qaïda qui déstabilise le Moyen-Orient, donc la Syrie, l'Irak et l'Afrique, est financé par le trésor public américain. Et qu'il faut y mettre fin. Ça, elle l'a déclaré devant le Sénat. Mais le livre que j'ai écrit et que je dédicace demain à 10h au mémorial président Modibo Keïta à Bamako rassemble toutes les preuves de ce que je suis en train de vous dire. Il faut donc que les Africains arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts. Quand il y a une guerre contre l'une de nos nations, c'est parce que ceux qui sont armés, financés pour faire cette guerre, servent des intérêts contraires à ceux de nos nations. Le modèle que vous voyez entre le Rwanda et le Congo, mais c'est celui que nous avons dans le double jeu que des puissances d'Afrique du Nord jouent contre le Mali. Souvenez-vous des événements de Tinzaouaten. Quel pays sert de base arrière à Al-Qaïda pour attaquer Tinzaouaten? Mais c'est un pays où l'OTAN a ses bases. D'accord? On est encerclé dans le Sahel par des bases de l'OTAN. Et ce sont ces bases qui servent en quelque sorte de zone de ravitaillement de ces groupes qui ont pour but de nous maintenir dans l'instabilité pour que nous soyons obligés de brader l'or, le pétrole, l'uranium, le cobalt, le diamant pour leurs industries. Voilà la vérité. Et maintenant, c'est reconnu officiellement aux États-Unis. Alors, il faut changer d'alliance. Il faut que les pays d'Afrique centrale s'unissent comme l'AES l'a fait ici pour libérer le Congo de l'armée mercenaire, en fait, du Rwanda. Il faut appliquer la solution des présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, une solution qui marche. J'espère que vous savez que le Niger aurait été détruit si le Mali et le Burkina ne s'étaient pas levés pour dire « si vous les attaquez, vous nous avez attaqués ». Mais il faut qu'en Afrique centrale, des puissances se lèvent, mais des puissances panafricanistes pour dire « maintenant, M. Kagame, vous arrêtez d'attaquer le Congo avec les armes qui vous sont fournies par l'OTAN et l'Union européenne, sinon nous vous attaquons ». Il n'y a pas d'autre solution géopolitique et géostratégique que celle que le Mali a mise en place. Le Niger ne serait pas vivant aujourd'hui si le Mali et le Burkina ne s'étaient pas levés à ses côtés. Le Congo ne sera pas vivant demain si l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe, le Cameroun, tous les pays qui sont autour ne se lèvent pas pour dire au Rwanda, maintenant vous arrêtez. Vous arrêtez d'armer le M23, vous arrêtez d'entrer dans le territoire congolais. Il y a plus de 6 millions de Congolais qui ont été assassinés en 20 ans.
pour piller. Et c'est notre responsabilité, nous, Africains, de nous inspirer de l'AES pour pacifier notre continent. L'AES, justement. Oui. Est-ce qu'elle a des dangers? Elle fait face à des dangers suite à son retrait de la CEDEAO? Un proverbe africain, ma chère Sorona, dit que celui qui veut du miel ne doit pas craindre la piqûre des abeilles. Si vous voulez chercher du miel, il faut savoir qu'en allant chercher le miel, il y a des abeilles qui vont vous piquer. Mais écoutez, l'AES, elle a le choix entre deux modèles. Nos pays ont le choix entre deux modèles. Soit nos richesses servent à des puissances étrangères, et dans ce cas, on nous laisse dans une instabilité permanente, et nos générations disparaissent, et nos enfants sont obligés de prendre la mer Méditerranée et de fuir. Soit c'est nous qui décidons pour nous-mêmes en Afrique, et dans ce cas, nous combattons ceux qui veulent nous empêcher de décider. La liberté est un combat. La souveraineté est un combat. Il n'y a jamais un pays tranquille. Même les pays occidentaux se battent encore. Si vous écoutez les conclusions des grandes réunions de l'Union européenne, de l'OTAN, etc., ce sont des nations en guerre permanente. Vous savez pourquoi? Mais pour garantir leurs intérêts vitaux. Mais ce n'est pas forcément des guerres ouvertes. Donc, que risque l'Alliance des États du Sahel? Elle ne risque que ceci. Soit abandonner ce combat et retomber dans la dépendance, dans la pauvreté, dans la misère crasse, soit le poursuivre. J'avais, dans mon enfance camerounaise, un livre de mathématiques qui avait une devise. Il était écrit « Ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort ». L'AES n'a pas le choix. La souveraineté est un combat. La vie est un combat. Plus jamais les Africains ne doivent dormir et confier leur destin à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. La voie de l'AES, c'est vraiment la voie de l'affirmation de l'homme et de la femme africains comme responsables de leur destin. Il y a une question qui se discute beaucoup ici au Mali aujourd'hui. Oui. Vous avez eu la chance de visiter beaucoup de pays à travers le monde. Oui. Comment se passe la taxation des citoyens? Alors, il y a un principe fondamental de la taxation qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si la taxation des citoyens a pour but l'amélioration des conditions de vie des citoyens, elle est légitime. Le Mali est en crise énergétique. La grande question qui se pose, de mon point de vue, aux Maliennes et aux Maliens, c'est va-t-on chercher à continuer à dépendre, comme ça a été le cas dans le passé de la Côte d'Ivoire? Va-t-on chercher à dépendre du carburant, donc du pétrole, pour alimenter les groupes électrogènes avec toute la pollution qu'il y a? Ou va-t-on investir dans la souveraineté énergétique du Mali, c'est-à-dire produire une énergie malienne autonome? Toute Malienne, tout Malien normalement constitué sur le plan moral, intellectuel et spirituel donnera la réponse. Il nous faut investir dans notre souveraineté énergétique. Il n'y a aucun sacrifice qui soit de trop quand il s'agit justement de renforcer la souveraineté du pays. Donc les taxes n'ont de justification que si elles ont pour but d'améliorer la condition des citoyens. Toute taxe qui détériore les conditions des citoyens n'est pas justifiée. Pour moi, la grande question est la suivante. Est-ce que les Maliennes et les Maliens ont confiance en leurs dirigeants actuels, de telle façon qu'ils se disent, le président Assimi Goïta, s'il instaure une taxe, il ne l'instaure pas pour prendre l'argent des Maliens, aller le cacher en France. Parce que nous, en Afrique centrale, là-bas, on a par exemple des tas de présidents très riches, multimilliardaires, parce qu'ils volent l'argent public pour aller le cacher en Suisse, le cacher en Allemagne, en France, dans les paradis fiscaux. Les Maliennes, les Maliens doivent se poser la question. Nos dirigeants, là, quand ils instaurent une taxe, est-ce que c'est pour nous prendre l'argent, là, et aller cacher ça dans des comptes personnels et privés pour nous voler, comme les dictateurs de la France-Afrique le font? Si la réponse est non, mais on doit se serrer les coudes, la ceinture, et vérifier simplement que l'argent soit utilisé pour améliorer nos conditions de vie. Donc la fiscalité est légitime quand elle vise le bien commun. Elle est illégitime quand, en réalité, elle se traduit par une amélioration des choses. Pour moi, les Maliennes et les Maliens doivent dire au gouvernement malien, nous serions d'accord de faire des efforts, mais dites-nous un délai à partir duquel les problèmes que nous avons là, par exemple le problème du courant, le problème de l'énergie, vous le résolvez quand? Donnez-nous un délai. Par exemple, si on dit on instaure une taxe, eh bien, le peuple doit demander aux dirigeants, bon, vous instaurez la taxe là, vous allez résoudre le problème de l'électricité quand? On est en 2025. Donnez-nous une date. Si vous me dites, par exemple, en 2027 ou 2028, le Mali sera capable de donner le courant et l'eau à la majorité de sa population, ben je suis prêt à payer 200 francs CFA de plus sur la téléphonie, parce que je sais que je vais contrôler ce que vous dites par le résultat. Donc le peuple doit demander des résultats.
Mais il ne faut pas avoir comme réflexe de dire, si on nous demande de payer, c'est mauvais. Mais ce n'est pas mauvais parce que si c'est nous qui payons, nous ne dépendons de personne. Alors que si on va demander à la Banque mondiale, au FMI, à la France, aux États-Unis, si on leur tend la main, eh bien, ils vont prendre le poignet, ils vont prendre le coude, ils vont prendre l'épaule et ils vont prendre le cou. Faisons très attention. Lorsque les solutions qui nous sont proposées viennent de nous-mêmes, contrôlons simplement l'usage qui est fait de l'assiette qui est obtenue. Donc, pour ma part, j'encourage à la patience, à la confiance, mais aussi au contrôle. Vous allez prélever combien d'argent? Mettons, vous allez prendre 100 milliards grâce à ça, 100 milliards de CFA. Vous allez les utiliser à résoudre quel problème? Dites-nous quel problème sera résolu. Ok, vous dites le problème de l'énergie. À quelle date on n'en aura plus? Ce problème sera fini quand? Vous nous dites, ok, on fait l'effort. Voilà comment je perçois la question de la taxe. Si la taxe est justifiée, c'est un effort nécessaire du peuple. Le peuple doit faire preuve de maturité, sinon on va retomber dans les dépendances. On va aller prendre des crédits à taux d'intérêt illimité et le pays va repartir en esclavage. On ne l'espère pas. On l'espère pas. En tout cas, merci professeur de nous avoir entretenus sur des sujets aussi pertinents abordés dans cette salle. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse de l'AES? Alors j'ai un message pour la jeunesse de l'AES, ma chère Sorona, et pour toute la jeunesse africaine. C'est toujours de dire que moi je suis un fils d'ouvrier, de ménagère, de paysan. Vous avez peut-être même d'ailleurs eu un meilleur sort que moi. Vous avez commencé peut-être avec des parents qui avaient déjà une certaine situation, moi appartenant à la classe moyenne. Mais l'expérience que j'ai à transmettre, c'est que l'ascenseur social le plus légitime, c'est l'éducation. Donc vous devez prendre vos études au sérieux, non pas pour plaire à vos parents, mais en réalité pour devenir responsable de vos vies. Vous n'allez pas à l'école pour votre père, pour votre mère, pour votre frère, pour votre soeur. C'est pour vous-même et pour nous tous que vous allez à l'école. Première chose. Deuxième chose, il faut établir dans sa vie une hiérarchie des valeurs. Qu'est-ce qui est important? On doit se poser cette question le matin, à midi et le soir. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ne laissez pas le temps de vos vies aller dans tous les sens. Choisissez vos objectifs et poursuivez-les avec acharnement. Et puis, troisième chose extraordinaire, mais inspirez-vous des modèles positifs qu'il y a dans votre famille, dans votre quartier, dans votre pays, dans notre continent et dans le monde. Inspirez-vous, ayez l'esprit ouvert. À ce moment-là, tout est possible pour celui qui croit en son rêve. Merci beaucoup, professeur. Nous avons M. Kunta qui a une annonce à faire et qui a un présent pour le professeur. Vous avez 1 minute. Voilà, merci professeur. Merci Sogona. Merci à vous. Et je remercie les étudiants de l'université Bazo. Nous, c'est l'université Bazo. Et Bazo, professeur, c'est la performance par l'excellence. Nous avons 3 campus. Un à Bazo Zerni, sur la route de Ségou à côté du stade du 26 mars. Le second, c'est à Badialan, juste à la descente du 3e pont. Et le 3e est à Soutiba, juste à la descente du 3e pont. Après le pont Richard vers Badialan, nous sommes à la descente du 3e pont, Bazo Soutiba. Et Bazo prépare sa 2e rentrée scolaire qui est prévue pour le 2 mai 2025. Nous vous remercions et Bazo a décidé de vous offrir un cadeau qui est une horloge, un agenda. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup à Bazo. Alors, rendez-vous. Voilà, nous allons remettre les cadeaux. Merci beaucoup à Bazo. Merci beaucoup. Merci à l'université Bazo. Le temps, l'usage du temps. Ça va permettre la caméra, s'il vous plaît, respecter l'air. Merci beaucoup. Voilà. Merci à nous Bazo. tous de respecter l'heure, à nous tous. Merci. Alors, sur ce, prend fin ces numéros. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain, même heure, même chaîne. Merci. Bye bye. Merci. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.